Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous dans Les Vraies Voix. Cécile n'est pas là pour un impératif personnel, on l'embrasse et on la retrouvera bien évidemment demain. Les Vraies Voix en direct du salon Global Industrie à Villepinte. Alors Global Industrie, c'est vraiment le salon où il y a toute l'industrie. Vous pouvez nous rendre visite, nous sommes Hall 5A, stand X88. En face de nous, il y a des robots, des machines-outils. C'est absolument extraordinaire, c'est un peu la troisième dimension. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, le grand débat. Emmanuel Macron veut mettre les bouchées doubles sur la réindustrialisation. Objectif, retrouver une souveraineté industrielle en France. Le gouvernement Hollande prenait déjà l'importance de redevenir une puissance industrielle avec le programme Made in France porté par l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Bien que le pays accueille de nouvelles usines, le poids de l'industrie du pays reste inférieur à celui de l'Allemagne ou de l'Italie par exemple. Et à cette question, l'industrie française, peut-on réindustrialiser la France? Vous êtes optimiste puisque vous dites oui à 67%. À 18h35, le coup de projecteur, l'industrie moteur de l'économie nationale demeure quand même le deuxième employeur en France, juste après le tertiaire. Cependant, les perspectives s'annoncent pour cette année moins favorables que prévu, avec l'annonce par Bruno Le Maire d'une révision à la baisse de la croissance à 1% et la mise en place d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Et on vous pose cette question. L'industrie française a-t-elle de l'avenir? Et là, vous êtes pessimiste, vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, nous aurons des experts qui exposent, présents ici au salon Global Industrie, avec tout de suite nos éditorialistes du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Ils sont là, comme d'habitude, les deux des machines-outils des Vraies Voix. Tiens d'ailleurs, la plieuse et la fraiseuse. La plieuse, Philippe Bilger, puisqu'il est bien plié, c'est contradicteur. J'ai envie de demander à un robot de penser à ma place. Ça va être compliqué, votre pensée est tellement complexe. Oh non mais la flaque. Il est bien, il est bien. Mais c'est une IA, vous croyez qu'il nous parle ou c'est vraiment Philippe David? Mais moi c'est plausible. Non mais c'est une IA. Et en fait, et la fraiseuse des Vraies Voix, Françoise je Devois, découpe mes adversaires. Exactement. Alors, et on aura dans quelques instants Julie Voyer, directrice adjointe de Global Industrie. Quand vous voyez tout ça, comment vous trouvez ça? C'est impressionnant, les robots, les machines qui nous entourent, etc. Moi, je suis assez frappé de voir la qualité de ce salon. En attendant l'émission, j'ai déambulé. Et puis, le savoir-faire français. Il y a quelque chose qui est assez éblouissant. Et quand on voit ça, quand je passais dans les rayons, je voyais tous les stands de digital, bien sûr, parce que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Eh bien, je me dis que oui, il y a un espoir. Il y a un savoir-faire français qui est évident. Après, il y a peut-être une structuration de l'industrie qui n'est pas la même qu'en Allemagne ou en Italie, mais en tout cas, le savoir-faire, il est là. Donc si le savoir-faire est là, la volonté est là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et on retrouve tout de suite notre auditeur du jour. C'est pas très loin d'ici, direction Chelles. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes notre auditeur du jour. Il est à fort à parier que vous avez révisé le qui c'est qui l'a dit. Mais dans quelques instants, vous allez pousser un coup de gueule sur quoi? Alors, sur l'escroquerie des élections européennes. Et bien tout de suite, on écoute par contre le répondeur du jour. Bonjour, Robert de Pantin. Je téléphone à propos de la proposition de Monsieur le maire de faire payer davantage en fonction des revenus les frais de la sécurité sociale. Le 2 mars, il y a 2 députés aussi qui ont déposé une loi qui a été votée au Parlement, comme quoi dans les EHPAD publics, les gens paieraient leur séjour en fonction de leurs revenus également. Donc petit à petit, on est en train d'instaurer une espèce de communisme. Voilà, merci. Philippe Bilger, c'est vrai que là, ça fait beaucoup réagir les propos de Bruno Le Maire, mais notamment on proposait, on l'a dit, Robert l'a dit, de faire payer les EHPAD en fonction des revenus. C'est pas un peu comme la cantine scolaire où on paye moins si on gagne moins et on paye plus si on gagne plus. Ça vous paraît juste ou pas? Ça ne me paraît pas complètement aberrant. J'ai tout retrouvé que la France a une conception belle peut-être, mais très abstraite de l'égalité. Je pense que dans certains domaines, il ne serait pas choquant de faire payer au regard des revenus qu'on a.
Françoise Degois. Et moi, j'ai du mal avec tout ce qui est en train de sortir. C'est le concours Lépine de celui qui va avoir la meilleure idée pour trouver de l'argent pour, je rappelle, le déficit abyssal, 154 milliards, 5,5% de déficit. Il n'y a que les Italiens qui font pire que nous. Je veux bien entendre Bruno Le Maire qui se déploie et demain, ce cher Gabriel Attal, je dis ça pour mon ami Philippe Bilger, qui va nous expliquer que maintenant il faut raboter l'assurance chômage. On est également sur les indemnités journalières. On sait très bien où est-ce qu'il y a de l'argent. On sait très bien où est-ce qu'on peut trouver de l'argent. Et d'ailleurs, on le sait tellement bien qu'il y a même maintenant des voix dans la majorité qui s'élèvent pour dire que oui, il va peut-être falloir taxer les super profits. Je donne un chiffre, mes amis. 140 milliards de bénéfices pour le CAC 40 en 2023, la moitié distribuée en dividendes. On sait où est-ce qu'on peut aller chercher un peu d'argent sans forcément déplumer les actionnaires. J'en ai marre d'ouvrir tous les tiroirs, parce que tous les tiroirs, ça va toucher bien sûr toujours les gens, ça va toucher le capital des travailleurs et ça va pas toucher le capital financier. Et on retrouve tout de suite notre auditeur vraie voix du jour, Gilles Dechelle. Alors votre coup de gueule, c'est la différence entre voter et élire pour les européennes. Vaste programme. Oui, absolument. En fait, c'est toujours la même chose, que ce soit pour les législatives ou pour les européennes. Je vous annonce que le 9 juin, vous n'irez pas voter et moi non plus. Nous irons élire. J'entends par là qu'en fait, on va désigner des personnes qui voteront à notre place. C'est vraiment important de faire la différence entre les deux parce que pour moi, il y a une escroquerie qu'on nous fait penser quand on veut nous faire croire que nous votons. Nous élisons des gens qui, eux, votent pour nous. Donc voilà, le 9 juin, nous irons élire, nous n'irons pas voter. Alors, tiens, le distinguo entre les deux, Philippe. C'est ce que dit notre auditeur me rappelle un débat très passionnant qui existait lors des Gilets jaunes où un philosophe qui les soutenait avait énoncé cette distinction entre voter et lire. Tout de même, on est capable, lorsqu'on a des programmes suffisamment précis, de voter et d'espérer que ceux qui vont être élus acceptent de respecter leur programme. Je suis peut-être un peu optimiste. Françoise Degois, oui, moi j'aime pas les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait Charles Pasqua. Oui, puis j'aime pas cette distinction. La réalité, c'est que si on commence à faire cette distinction, je suis d'accord avec Philippe, à un moment donné, on remet en cause le principe même de la démocratie. Moi, je suis pour aussi une forme de démocratie directe, évidemment. Le référendum ? Plus direct, bien sûr, mais il faut une démocratie représentative, sinon il n'y a plus qu'à plier les gaules, et puis voilà. Je sais très bien qu'il y a la fracture, je sais très bien que ce pays a voté très largement contre la Constitution européenne et qu'elle est re-rentrée par la fenêtre quelques années après, par le biais des Jeux européens. Mais quand même, je veux garder la confiance dans les gens. La gauche et la droite, c'est pas pareil. Je présuppose que quand on vote pour une liste de gauche, eh bien, les gens tiennent à minima leurs promesses, et vice-versa. Voilà. Je pense que ça s'appelle la démocratie. Comme disait Churchill, c'est pas parfait, mais c'est le moins pire des systèmes, en fait. Un mot, Gilles, pour répondre à Françoise et Philippe ? Disons que j'entends ce que dit Françoise et je ne dis pas qu'elle a tort ou raison. Je dis juste qu'il faut utiliser les bons mots parce que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, comme on le dit souvent. Donc il faut savoir ce qu'on dit et utiliser les bonnes paroles. Ouais, mais non, il n'empêche qu'on vote pour quelqu'un. On vote pour quelqu'un. Là, on vote pour une liste. C'est un peu on vote une loi, mais on élit quelqu'un. On ne vote pas pour quelqu'un. On vote une loi. Oui, mais c'est un vote. Et on élit quelqu'un. Oui, mais on vote quand même pour une liste, un scrutin à la proportionnelle. Oui, j'entends. Mais moi, j'ai un peu peur. Je voudrais qu'on mette... Vous avez raison, hein, c'est bien d'avoir une pensée complexe et nuancée. Peut-être qu'il faut mettre les nuances ailleurs. En tout cas, j'entends, c'est vrai. Gilles, restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez réagir pour le débat. Et bon, évidemment, avec pour plaisir. Le qui c'est qui l'a dit, qui aujourd'hui va être un qui c'est qui l'a dit, on va dire de robotique. Mais qui ne parle pas que de robotique. Vous allez voir, parce que certains politiques se sont déchaînés ce matin en particulier. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur Philippe Bilger. Quel sera votre réquisitoire ? Je vais défendre pour une fois, pas Gabriel Attal, mais François-Xavier Bellamy. Oh, ça m'aurait étonné. C'est parfait. Et on retrouvera également Félix Mathieu pour ses 3 mots dans l'actu. À 17h30, notre premier débat. Peut-on réindustrialiser la France ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 68%. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix en direct du salon Global Industrie au parc des expos de Villepinte. Vous pouvez nous rendre visite. On est dans le hall 5A, stand X88. J'adore rien que le nom du stand, si tu veux. X88, on dirait un nom de robot, on dirait Star Wars, tu vois. Parfait, on est entouré de robots d'ailleurs, c'est absolument magnifique. X2R2, Mini. Absolument, dans quelques instants, 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu, quels sont ces 3 mots ? Déficit, effondrement et tracteur. On va parler du déficit de la France, beaucoup plus important que prévu. De cet effondrement d'un pont percuté par un immense bateau à Baltimore aux États-Unis après un problème électrique dans le navire. 20 personnes tombées à l'eau. Et puis de ces tracteurs de retour à Bruxelles pendant que les ministres de l'Agriculture assouplissent la PAC. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez réagir sur François-Xavier Bellamy qui est attaqué par la majorité pour n'avoir, je cite, jamais choisi Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a dit hier sur une antenne concurrente. Absolument. Je pourrais me contenter de dire de quoi je me mêle. Je vais tenter d'être un peu moins superficiel. François-Xavier Bellamy a dit qu'il n'avait jamais voté Emmanuel Macron, pas plus en 2017 qu'en 2022. Eh bien, d'abord, cela ne signifie pas qu'il a voté pour quelqu'un d'autre. Il a pu s'abstenir. Et puis même s'il a refusé de voter Emmanuel Macron et de le renouveler en 2022 en connaissance de cause, je pense que, au lieu de le blâmer, voire parfois de l'insulter, il vaudrait mieux le féliciter d'avoir perçu avant beaucoup d'autres, par une double intuition, qu'Emmanuel Macron constituerait une déception après 2017 comme après 2022. Donc je ne vois pas la raison de ce tintamarre autour de François-Xavier Bellamy. On est tout de même encore libre de ne pas voter Emmanuel Macron. Françoise de Gaulle. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, il n'y a rien à rajouter. Mais déjà, est-ce que c'est bien de poser la question, vous avez voté pour qui? Est-ce que ça regarde un ou une journaliste? Bon, écoutez, c'est normal que les journalistes... Moi, je n'ai jamais posé cette question. Oui, mais parce que peut-être que c'est le métier de journaliste, ça, c'est tout à fait normal de poser ce type de questions. On a posé cette question, je me souviens, quand c'était crucial à François Bayrou, en 2007, pour qui allez-vous voter au second tour? Non, c'est des vraies questions politiques. Et moi, je suis d'accord, je vois pas vraiment François Bayrou... à l'instinct, je pose la question à Philippe Bilger, mais à l'instant, je sens pas du tout François-Xavier Bellamy mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Je ne peux pas imaginer. Blanc. Oui, mais c'est ce que je dis. Il a le droit de voter blanc. Il y a beaucoup de gens à gauche, vous savez, qui ont voté blanc en 2022. Donc, en 2017 aussi. 2017, beaucoup moins. Ouais, en 2022, il y a beaucoup de gens, ils se sont assurés que Le Pen ne pouvait pas passer. Ils se sont dit, non, on peut pas faire ça 2 fois pour Macron. Voilà. Pour être honnête, il avait une fois dit qu'il voterait plutôt pour Zemmour. Je veux compléter mon propos. Zemmour n'étant pas au second tour. Oui, bon. absolument. Le problème, non, mais le problème était réglé. Ouais. Tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont déficit, effondrement et tracteur. Un dérapage important et très rare selon la Cour des comptes. Le déficit public s'élève finalement à 5,5% du PIB, 15,8 milliards de plus que prévu. Des voix s'élèvent pour rouvrir le débat fiscal. Scénario catastrophe à Baltimore. Aux États-Unis, le porte-conteneur qui a percuté la pile d'un pont avait un problème électrique. L'effondrement a précipité une vingtaine de personnes dans l'eau. Et puis les tracteurs de retour à Bruxelles pour la réunion des ministres de l'Agriculture qui assouplissent les règles de la politique agricole commune. Les vraies voix Sud Radio. Le coup près de l'INSEE est donc tombé ce matin, un déficit de 5,5% du produit intérieur brut, 15,8 milliards d'euros de plus que prévu par le gouvernement. Un dérapage important et très rare, commente le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Les dépenses sont tenues, mais les recettes pâtissent du ralentissement économique, justifie Gabriel Attal de son côté sur la défensive à l'Assemblée nationale. Depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise. C'est sous la présidence d'Emmanuel Macron, face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat. Nous avons subi une épidémie de Covid qui a frappé le monde entier et qui a évidemment eu un impact sur nos finances. Pour le reste, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. Si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes.
En tout cas, une petite musique qui monte, même dans la majorité de François Bayrou à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Faut-il rouvrir le débat fiscal sur la taxation des superprofits ou des très hauts revenus, notamment ceux du capital? Eh bien, ce débat n'est pas interdit, concède le député Renaissance et ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Il ne faut pas avoir peur de ce débat. On doit poser collectivement cette question de manière calme, ordonnée. Oui, et puis, il y a des sujets, il y a des sujets qui se débattent aussi au niveau européen. On a fait une taxation des multinationales qui échappait à l'impôt au niveau international. C'est la France qui l'a porté, qui a obtenu au niveau international. Parce que si vous le faites au niveau français, ça sert à rien. Les entreprises s'en vont. Un budget, ça se construit au printemps jusqu'à l'automne où ça commence à être débattu au Parlement. On aura des échanges avec le ministre du budget, le ministre de l'économie, des échanges de la majorité. Et on va avoir un débat dans les prochaines semaines. L'ancien ministre des Transports et député Renaissance de Paris, Clément Beaune, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Oxfam, de son côté, on appelle au président Macron en visite au Brésil. Selon Oxfam, selon l'ONG, il doit répondre favorablement à l'appel de son homologue Lula pour une taxation des super riches au niveau mondial. Philippe Bilger, on ne va pas couper une hausse des impôts, non? Je n'ai pas été convaincu tout de même par Gabriel Attal. On sait que depuis 40 ans, il y a 2000 milliards de déficit. Emmanuel Macron a rajouté... plus de 3000 milliards de déficit. Mais Emmanuel Macron lui-même a rajouté 1000 milliards. C'est ça. Et voilà que je vous apprends des choses en économie. On fait du déficit et dette, c'est pas la même chose. Et là-dessus, il y a 150 milliards pour la Covid, à la rigueur. Et le reste lui est imputable. Donc il y a tout de même un grave problème de finances publiques. Il y a un problème de maestria et de savoir-faire, tout simplement. Emmanuel Macron nous a été vendu comme une sorte de génie de la finance. La réalité, c'est que tout le reste de l'Europe a eu le Covid et le reste de l'Europe a pratiqué aussi l'État-providence. Le Portugal est en vert. L'Allemagne n'est qu'à 60% de son PIB de dette, d'endettement. L'Italie va un peu plus mal, mais tous les pays ont eu le Covid et beaucoup de pays ont aidé également leur population. Je redis, Allemagne, Espagne, Italie, France ont pratiqué ce qu'on appelle l'État-providence. Donc il y a un problème tout simplement de gestion de ce gouvernement. Et je rappelle que l'argent, on sait où il est. Il y a 140 milliards de bénéfices du CAC 40 cette année. Si on taxe même 10%, ça va aller. Deuxième mot, direction les États-Unis. Ce deuxième mot, c'est effondrement. Avec ce scénario catastrophe à Baltimore, dans le Maryland, un immense bateau, un porte-conteneur, a percuté ce matin le pylône d'un pont qui s'est effondré dans l'eau sous les yeux médusés des passants. Yo! What the fuck? What the fuck? The bridge is gone. That shit is crazy, dude. Plusieurs véhicules se trouvaient sur ce pont qui a entraîné une vingtaine de personnes dans sa chute. Le navire a rencontré un problème électrique avant de perdre le contrôle, indique Wes Moore, gouverneur du Maryland. Ce que nous savons, c'est qu'au moment même où le bateau arrivait, il allait à 8 nœuds, donc à une vitesse très rapide. L'enquête est en cours, mais je dois dire que je suis reconnaissant aux personnes qui, une fois l'alerte donnée et la notification faite qu'un SOS a été lancé, ont pu empêcher des voitures de passer sur le pont. Ces personnes sont des héros. Ils ont sauvé des vies. La nuit dernière, ajoute le gouverneur du Maryland, déploiement en tout cas sur place de drones, d'hélicoptères, de plongeurs. Les secours recherchent toujours au moins 7 victimes dans l'eau. Troisième mot, tracteurs, ils sont de retour à Bruxelles. Une centaine de tracteurs de retour pour cette réunion des ministres de l'Agriculture. Abandon des jachères obligatoires, réglementation sur les haies, contrôle. Ils ont approuvé une révision de la politique agricole commune pour détricoter ces règles environnementales. Ils ont discuté aussi des pistes pour doper le revenu des agriculteurs, sous la pression évidemment de ceux qui manifestent, comme Hugues Fallis, porte-parole du syndicat de la Fédération unie de groupements d'éleveurs et agriculteurs. C'est la troisième fois qu'on vient avec le même message. Ce qu'on veut, c'est des prix agricoles décents. L'agriculture a besoin de continuer le chemin de la transition, mais on n'y arrivera pas dans les conditions économiques actuelles. Et c'est l'Europe qui a la main sur les prix agricoles, c'est l'Europe qui a abandonné il y a quelques décennies le soutien des prix agricoles, et il faut absolument qu'on recommence à soutenir ces prix agricoles. Ambiance tendue, les révisions législatives devront maintenant être examinées en urgence par les eurodéputés. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, notre grand débat. Peut-on réindustrialiser la France? Vous dites oui à 70%. Ils nous ont rejoints. Julie Voyer, directrice adjointe de Global Industrie. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à Et tous. Jean-Hugues Ripoteau, président de Fanuc France, fabricant de robots. Alors c'est absolument impressionnant à voir. Bonsoir. Bonsoir. Même question à tous les deux. Question cash, réponse cash en 3 mots maximum. La France est-elle encore un pays industriel? Julie? Oui, bien sûr. Et pour vous? Oui, encore un peu, mais on a touché le fond, donc on peut que remonter. D'accord, on a touché le fond de la piscine. Ben, vous voulez réagir? Vous pensez que la France est encore un pays industriel? Ou vous pensez que l'industrie, c'est comme Capri, c'est fini? Appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix en direct du salon Global Industrie. Nous sommes hall 5A, stand X88 à Villepinte avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois, Julie Boyer, directrice adjointe de Global Industrie. Et notre grand témoin du jour pour ce premier débat, Jean-Hugues Ripoteau, président de Fanuc France. Emmanuel Macron veut mettre les bouchées doubles sur la réindustrialisation. L'objectif, retrouver une souveraineté industrielle en France. Le gouvernement Hollande prenait déjà l'importance de redevenir une puissance industrielle dès 2012 avec le programme Made in France porté par l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Bien que le pays accueille de nouvelles usines, le poids de l'industrie reste nettement inférieur à celui de l'Allemagne ou de l'Italie. Et à cette question, peut-on réindustrialiser la France? Vous êtes optimiste puisque vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On va commencer par un tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, comme vous voyez ici, on se dit qu'on devrait quand même pouvoir y arriver? C'est peut-être, il y a du boulot, mais c'est quand même pas les 12 travaux d'Hercule. Oui, alors, il faut bien comprendre que mon propos n'est pas celui d'un spécialiste, hein, il faut être clair. Mais je ne voudrais pas non plus me réfugier derrière mon ignorance. En réalité, je suis frappé par une chose. On entend depuis des années les présidents, le président actuel, dire qu'il faut réindustrialiser, que les avancées sont considérables et à une certaine époque, je crois que c'était au moment du Covid, on avait découvert notre pénurie absolue dans ce domaine. Je me demande si l'objectif, mais je n'en sais rien, qui est annoncé et qui est on ne peut plus légitime, est peu à peu accompli, atteint, ou s'il demeure un vœu pieux. J'ai l'impression que la France est sur le bon chemin, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Françoise Degois, avant de faire réagir nos experts. Ouais, on a quand même des forces, hein. On a l'industrie agroalimentaire qui emploie quasiment 500 000, voire 1 million de personnes en emploi détaché. On a quand même l'automobile, l'aéronautique, même la robotique. Donc j'entends aussi tout le temps le discours, il faut réindustrialiser. Moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on flèche la bonne réindustrialisation? Est-ce qu'on ne doit pas aller vers des marchés très porteurs? Je pense à l'intelligence artificielle, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comment vous alliez l'envolée numérique, l'envolée de l'industrie et la préservation vitale de l'environnement, parce que de toute façon, on aura beau fabriquer des bagnoles sans chauffeur, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de planète. Voilà. On commence, galanterie oblige avec Julie Boyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je crois que le premier signal très fort qu'on présente quand on vous accueille ici comme un événement comme Global Industrie, c'est qu'on a 2300 exposants qui sont présents et qu'on réunit 40 000 professionnels. Ça, je pense que c'est fondamental. On a une industrie forte en France. C'est vrai que ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, on a pris des choix politiques très forts en choisissant du coup de produire à l'étranger et particulièrement en Asie. Serge Turu, patron d'Alcatel. Exactement. Dit, maintenant, c'est les usines invisibles. Non, il faut le rappeler aux gens quand même. Hein. Et c'est très important. Et c'est ce contexte-là. Et je pense que, et particulièrement depuis 2017, il y a eu énormément d'efforts politiques qui ont été menés. On se rappelle bien évidemment du plan de relance. On se parle aujourd'hui des 54 milliards de France 2030. Donc il y a des efforts politiques. C'est vrai qu'on ne va pas révolutionner, on ne va pas rattraper ce retard en quelques années malheureusement. Il va nous falloir encore du temps. Il y a des signaux qui sont très positifs. Louis Gallois le rappelait ce matin, il était sur une de nos tables rondes et il disait il n'y aura pas de transition écologique sans industrie. L'industrie, elle est au cœur des sujets aujourd'hui. Et vous parlez du numérique, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une association, c'est une chaîne de valeur complète.
Et c'est grâce à l'IA notamment, on avait 8 lauréats hier qu'on récompensait, j'étais ravie du coup de pouvoir mettre en scène cette créativité française. Et il y avait un roboticien français également qui était récompensé. La moitié des innovations étaient concernées par l'intelligence artificielle. Donc elle est aussi au cœur du débat, vous avez raison. Jean-Hugues Ripoteau, c'est un vœu pieux, comme le disait Philippe Bilger, la réindustrialisation de la France. On en parlait il y a 12 ans avec Montebourg. Voilà, et puis je voudrais rappeler quand même que dans les années 80, au début des années 80, la France était numéro 1 européen au niveau industriel, devant l'Allemagne et l'Italie. Il faut quand même s'en rappeler. À l'époque, on avait une industrie mécanique qui était extrêmement performante. On avait les fabricants de machines-outils, tout ça, on a tout perdu. On a tout perdu. L'Allemagne a grossi de manière importante, l'Italie également, l'Espagne se porte bien. Donc il faut quand même admettre qu'on a eu des choix politiques qui ont été ce qu'ils ont été. C'est facile de refaire le monde à l'aune de ce qui se passe maintenant, mais on a décidé à une époque que la France serait un pays de tourisme, de culture et de services. On en paye maintenant les conséquences. Parce que quand on a un PIB de l'industrie qui est de 9% à l'heure actuelle, on est au niveau de la Grèce. Faire de la communication. On est au niveau de la Grèce. Voilà. Par contre, oui, on est au niveau de la Grèce. L'industrie en Allemagne, c'est le PIB, c'est 25%, 20% en Italie. Donc, juste pour repositionner un petit peu, notre position. Après, c'est vrai qu'on est aux confins d'une nouvelle industrie parce que on a des choix techniques à faire qui sont très différents. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on était à peu près sûr qu'il fallait une industrie mécanique très forte, etc. Maintenant, il y a une redistribution des cartes qui est assez large. Et c'est vrai que définir ce que sera l'industrie dans 5 ou 10 ans, c'est extrêmement complexe. Quoi qu'il en soit, on sait que les développements qui sont liés à l'intelligence artificielle, entre autres, mais pas que, mais tout ce qui est développement et recherche sont la clé, à mon avis, pour avoir une industrie lourde, conséquente dans quelques années. C'est vraiment les éléments de recherche qui sont importants. Philippe Bilger, vous avez dit que à partir de 2012, on a perdu notre première place en Europe. Comment fait-il qu'il faille, quand on regarde l'évolution des politiques, presque obligatoirement faire le départ entre l'industrie et les services? Est-ce qu'on ne peut pas, dans une politique cohérente, faire les deux? Je ne vais pas vous donner tort. Après, le problème, c'est que c'est aussi une question de culture. Vous voyez, le problème de la France, c'est qu'on n'a plus de culture industrielle. On l'a eu, encore une fois, dans les années 80, maintenant c'est terminé. Moi je travaille dans une société japonaise, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au Japon, quand il y a le salon d'industrie, les familles se déplacent le dimanche avec les enfants pour voir les nouvelles machines-outils, pour voir les nouveaux robots. Nous c'est plutôt le salon de l'agriculture, ce qui est très bien, mais je veux simplement dire qu'on a une culture industrielle qui est très différente. Et ça c'est aussi important. Françoise Degois. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette idée du tout service, voilà, ça a traversé en plus de ça toutes les familles politiques. C'est pas simplement l'apanage de la gauche ou de la droite, c'est quelque chose et sur même lequel... des grands patrons, vous l'aviez dit, Serge Churruc, Alcatel. Quand on voit dans quel état il a mis Alcatel, tout à fait. Il est théorisé qu'on finalement on fabrique ailleurs et en réalité nous on garde, fabriquons ailleurs et gardons pour nous l'intelligence, les services et évidemment l'administration des boîtes, etc. Moi je veux vraiment revenir à ce que vous êtes en train de faire. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux sur, bien sûr on va aller vers l'IA, tout le monde ne parle que de l'IA et d'ailleurs vous regardez la bourse, les valeurs qui flambent le plus, en réalité c'est l'intelligence artificielle, c'est toutes les nouvelles technologies. Moi ce qui me passionne comme sujet, c'est véritablement comment vous alliez industrie, nouvelles technologies et écologie. Parce que la réalité c'est que je suis sûre et je suis même certaine que c'est une préoccupation majeure pour vous. Julie Boyer. Je voudrais juste revenir sur un point fondamental que vient d'évoquer du coup notre expert en robotique, Jean-Hugues bien évidemment. Merci. Je pense que ce qui est central, c'est de redonner du sens à l'industrie, faire en sorte que l'industrie soit désirable, faire en sorte de faire changer les mentalités et par là d'une certaine manière, changer un peu le mindset aussi, c'est-à-dire que les jeunes reviennent, redécouvrent les métiers de l'industrie, comprennent les métiers de l'industrie et des véritables démonstrateurs. Le numérique, c'est une solution, bien évidemment, qui est forte. La jeunesse, elle n'aime pas l'industrie parce que la jeunesse, elle est écolo. Elle la connaît pas, parce qu'elle la connaît pas et qu'elle est restée sur les tanneries, les aciéries. Mais parce que les médias ont fait beaucoup de mal aussi, malheureusement, parce que d'une certaine manière, mais la vérité, c'est que on n'a pas montré aussi toutes ces belles histoires. Et il y a plein de belles histoires. Ma chère amie, les industries ont été atrocement polluantes aussi, et vous le savez très bien. Donc les industries propres. Non, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans ce nouveau monde, cette nouvelle ère, vous vous inscrivez avec des industries hyper performantes et à la fois pas polluantes. Qu'est-ce
ce que vous faites dans ce salon sur l'écologie. Mais on fait plein d'actions dans ce salon, pas sur l'écologie, parce qu'on propose en fait des solutions avec de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on produit avec moins d'énergie. L'IA, c'est un outil très intéressant justement parce qu'on a... Ça pollue beaucoup l'IA aussi. Hein. Oui, exact. Alors, c'est pas que ça pollue, c'est que ça consomme plus d'énergie. En effet, vous avez raison. Et vous avez vu, la 5G est un des sujets qu'on vient de traiter là aujourd'hui sur un Global Industrie. On fait partie aussi de ce lieu sur lequel on évangélise sur des nouvelles solutions. Et aujourd'hui, grâce à la 5G, on met beaucoup moins de bornes Wi-Fi justement d'une certaine manière les sites. L'objectif, c'est justement qu'on montre qu'il y a des acteurs privés dans la 5G, qu'on est capable justement d'accompagner et d'améliorer la productivité grâce à des nouvelles solutions. Donc oui, d'une certaine manière, c'est un enjeu fondamental. De toute façon, si jamais on veut continuer à survivre, il va falloir qu'on produise avec une énergie décarbonée, bien évidemment, qu'on ait des nouvelles solutions. Et on a plein d'exemples sur le salon. Il y a des acteurs qui sont là pour montrer la transformation au niveau RSE. Je crois que d'ailleurs, vous l'avez en invité dans quelques minutes. Il s'agit de la société Mobion. Vous regarderez, c'est un modèle vertueux. Exactement, on est sur des nouvelles solutions de déplacement qui sont complètement décarbonées, électriques, qui ont repensé leur modèle, qui remanufacturent en France, qui recréent de l'emploi en France, qui relocalisent d'une certaine manière des savoir-faire. C'est ça la clé de demain. Vous avez raison. Tout le monde prend ce virage. Je crois que les industriels, et Jean-Hugues pourra le traduire depuis plusieurs années, la transformation écologique, c'est au cœur des sujets aujourd'hui. Jean-Hugues, merci. Déjà, moi je parle pour une société, encore une fois japonaise, qui a mis l'écologie, Greta Thunberg aujourd'hui, mais c'est pas grave. Qui a mis l'écologie au centre de ce développement depuis le début. Donc on parle de 1976. Depuis le début, c'était un sujet. Enfin, je ne voudrais pas non plus résumer tous les problèmes à l'écologie, parce que l'écologie c'est bien, c'est important. Enfin, on a aussi un taux de chômage absolument hallucinant. Il faut aussi quand même faire en sorte que notre pays reprenne un petit peu de... Il n'y a aucune raison de poser les deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même... On a face à nous des gens comme la Chine, les États-Unis, etc., qui ont une certaine puissance économique. On peut aussi se flageller à vie en se disant on n'est pas assez bon en écologie. Il faut aussi être pragmatique et je pense qu'il faut faire en sorte que... Vous dites le contraire de ce que vous venez de dire. Non, du tout. Votre société, elle est hyper compétitive et pourtant vous prenez soin de l'écologie. Non, je dis simplement qu'effectivement, il faut tenir compte de l'écologie, mais ça ne doit pas être le seul paramètre, je dirais, dans le développement industriel. En réalité, essentiel. Mais pas le seul. C'est une conciliation difficile à faire. Bien sûr. Vous l'avez très bien expliqué. Je trouve que c'est de moins en moins difficile à faire, en fait, la conciliation avec l'industrie. C'est ce qui me semble. Et puis, relocaliser, c'est recréer des circuits courts également. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on pense, malheureusement, je pense des fois de la mauvaise manière. C'est-à-dire, à partir du moment où vous achetez un produit peut-être moins cher, mais qui est produit en Chine, on ne prend pas derrière tout le coût logistique, tout le coût de la valeur, derrière de l'accompagnement de la durée de vie d'un produit. Quand vous achetez en France, on parle du coût d'acquisition quand on parle d'un produit à consommer, pour le coup, mais derrière, il faut qu'on prenne tout ça aussi en considération, et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on doit soutenir notre industrie en France, soutenir nos sous-traitants et accompagner, en effet, le verdissement de l'industrie, comme on aime à le dire. Mais réindustrialiser la France, on a parlé des gigafactories en bon français, c'est-à-dire notamment les usines de batteries qui arrivent pour les voitures électriques, Vercor et d'autres, Schneider, etc. Bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de réindustrialisation de la France, ce sera automatiquement vers des industries à forte valeur ajoutée? Alors on a toujours l'aéronautique, le spatial à Toulouse, à Bordeaux, etc. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, on va fantasmer, un retour par exemple des industries textiles ou des industries plus basiques? Aujourd'hui, par exemple, ça fait 30 ans qu'on ne fabrique plus un réfrigérateur en France. La dernière usine, elle a fermé il y a une trentaine d'années. Là, c'est une bonne question. Le problème, effectivement, de ce genre de produit type réfrigérateur, c'est que le coût de revient est très bas, donc il faut avoir des coûts de fonctionnement qui soient adéquats. C'est vrai qu'en robotisant, en automatisant, on arrive à des solutions qui tendent vers, je dirais, des coûts de production assez faibles. Mais compte tenu des charges et des coûts qui sont imputés aux sociétés françaises à l'heure actuelle, ça me paraît très compliqué qu'on puisse revenir un jour en France à des produits de ce niveau-là. On prend notre vraie voix du jour, Gilles Dechelle. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Est-ce que vous croyez, vous, à la réindustrialisation de la France comme 69% des votants sur Twitter? Écoutez, je suis très sceptique en fait. Moi, je suis sceptique. Comment dire, le potentiel il est là et tout ce que j'entends me ravit. Sauf que je regarde la réalité. Et moi, la réalité, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est que il y a quelques années, on nous a expliqué l'entreprise sans usine, et on a désindustrialisé pendant des années et des années. Et aujourd'hui, en fait, comment dire, il faudrait pouvoir se libérer de plus de normes qui sont, en fait, on a les mains liées. On veut faire de belles choses, on peut faire de belles choses, mais on a les mains liées.
Donc ça m'oblige à être sceptique et réaliste. Ah ben, ce que dit Gilles, c'est quand même très intéressant. Vous voyez, le groupe Le Duf voulait faire une usine de viennoiserie à côté de Rennes. Il y a eu tellement de recours par les écologistes qu'ils ont arrêté au bout de 5 ans et qu'ils ont dit on va produire au Portugal, en Allemagne et aux États-Unis. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter les recours, les traiter en 6 mois et au moins... Mais ils sont déjà, c'est le cas... Ah donc ça fait 5 ans qu'il était déjà en procédure. Il a arrêté au bout de 5 ans. Non, mais la loi d'orientation va porter là-dessus. Les recours seront limités. Est-ce que ça, c'est pas un vrai souci pour... Là, on dépasse le cadre de l'industrie, c'est assez général. C'est un problème français. On a des lois, des règles, des normes qui sont extrêmement pénalisantes et ça c'est vrai dans tous les domaines, ça c'est une évidence. C'est plutôt l'état de droit face à l'industrie. Bon, en même temps, vous qui connaissez bien le Japon, il y a des normes très strictes. Je prends une boîte comme Orangina Suntory que vous connaissez certainement bien. Franchement, ils sont exceptionnels dans leur façon. Ils sont exceptionnels dans leur façon de traiter la production de boissons gazeuses et le développement. Donc, c'est pas que la France. Pardon, Madame de Gois, mais il existe un protectionnisme au Japon qui n'existe pas forcément en France. Ah, ça c'est vrai aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas expliquer que l'industrie va mal parce qu'il y a des normes environnementales. Ça c'est pas vrai. Hein. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas possible. Il y a des normes qui sont très contraignantes. En fait, c'est pas que environnemental. Moi je suis d'accord avec ce que dit. Il y a une volonté quand même de se réancrer. Non. Allez-y. Moi je pense que pour l'industrie, faut toujours s'intéresser un petit peu à l'histoire. En France, on a le CAC 40 et des TPE. Le problème, c'est qu'on n'a plus de TI. Toutes ces entreprises de 5000 personnes qui sont l'intermédiaire. Que les Allemands ont, et que les Allemands et les Italiens ont gardé. Et ces sociétés ont disparu pour des raisons uniquement, je dirais, de transmission de patrimoine. Étant donné que c'était impossible de transmettre de patrimoine, les gens ont vendu leur boîte à des fonds de pension qui, au bout de 4 ans, ont fait couler la boîte. C'est ça aussi l'histoire. Il faut en tenir compte. Je suis d'accord. Le régime de transmission en Italie, par exemple, est tellement favorable que les entreprises restent en fait familiales. En Allemagne également. Oui, mais en France, c'est des vacances. Le mot de la fin, Julie Voyer. Vous y croyez, vous, à la réindustrialisation de la France? 69% des votants sur Twitter disent oui. Mais je remercie les votants. Oui. Je remercie les votants d'être optimistes. Et moi, je le suis forcément. Ça fait 16 ans que je baigne dans le monde de l'industrie et que je suis fière de se défendre. Mais je voudrais quand même donner un signal fort, c'est que les choses changent, bougent. Bien sûr, en France, on voudrait toujours que ça aille plus vite et on a quand même ce côté un peu ronchon chez nous. On est très critique envers nous-mêmes, mais on est un pays avec plein de valeurs, avec plein d'opportunités. On parlait d'emploi tout à l'heure, on parlait de chômage. L'industrie, elle recrée des opportunités de créer de l'emploi. Elle paye mieux, entre 20 et 25% sur des métiers qui sont équivalents. Et ça, il faut pas l'oublier. Et je pense que la transmission, c'est un problème, encore une fois, de à un moment donné faire bouger les lignes et donner envie d'industrie. Et c'est ce qu'on fait pendant 4 jours à Villepinte. Envie d'industrie, elle est très forte. Hein. Ils sont très forts. Elles sont très bons. Ils sont très Merci beaucoup. Ils vous donnent envie d'aller bosser dans une usine d'un seul coup, On vous envoie à l'usine, François. J'adore. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé pour payer mes études. Oui, mais vous y resterez. Merci beaucoup, Julie Voyer. Vous devez nous laisser. Merci. Montrer un syndicat et je ferai la grève. Jean-Hugues Ripoteau, est-ce que vous êtes prêt à tenter une chose qui est vraiment de l'éparpillage façon puzzle en version industrielle? Oui, le qui c'est qui l'a dit? Ah bah alors. Alors là, vous avez les 2 pires tricheurs des vraies voix. C'est pas vrai, on gagne tout le temps. On se retrouve dans quelques instants. Super, très bien. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec. Non, ça commence par la guerre psychologique. Et Jean-Luc Ripoteau, le président de FANUC France, est resté avec nous pour le moment clé de l'émission, le quiz de l'actu, le qui c'est qui l'a dit. C'est la guerre psychologique que vous menez. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors on vous a briefé, Jean-Hugues Ripoteau, vous n'avez jamais vu quelque chose d'aussi violent que c'est ce que j'ai compris, oui, effectivement. Surtout avec Philippe Bilger et Françoise Degois, vous qui êtes fan de rugby, j'ai dit eux deux, c'est Gutois et Chokeburger dans un ruck. Non, Colisi, moi je veux être Colisi. Comme on est la radio du rugby, évidemment, les auditeurs ont compris. Vous êt prêts? Qui c'est qui l'a dit? Question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit sur le remboursement des soins médicaux? Ça ne peut pas être open bar. Et Gilles est avec nous, vous pouvez répondre bien évidemment Gilles. Bruno Le Maire. Réponse de Gilles qui marque 1 point. L'auditeur est prioritaire évidemment. Gilles, ça suffit hein. Allez, deuxième question. Non, c'est bon. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Qui c'est qui l'a dit sur le gouvernement? Ce sont des escrocs en col blanc. Gilles. Ah mince, je l'avais. Non, je l'aurais. Éric Zemmour? C'est pas LFI? Non.
Maréchal, Marion Maréchal. Il aime le barbecue et la bonne viande. Ah, Roswell. C'est moi qui l'ai dit en premier. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit en premier. C'est moi. Non, je crois que c'est François. Non, mais c'est moi. Bon, oui. Je pense que ce mec était procureur, quoi. Bon, alors, Jean-Luc Ripoteau a dit que c'était Philippe Guibert. Oh, mais quel menteur. Mais non. je fais de l'arbitrage. Non, tu coupes en deux, t'es un menteur, toi. Non, mais c'est clair. Tu coupes en deux. Quand je pense que vous avez été avocat général. Et vous rendez mais toi, espèce de traître, vous l'avez dit en même temps. Moi, je dis la vérité, c'est tout. Vous rendez compte le truand. Robot, va. Espèce de robot. Le truand. S'il vous plaît. Tu mets un point partout. Ah non, tu mets un point partout. Non, je vous mets un. Ah, mais non. Attends, ce témoin n'est pas de moralité. Non, c'est pas un témoin de moralité. Je mène. Non. S'il vous plaît. Non. Troisième question. On peut voir le ralenti. Qui l'a dit à 3 points. Je vous êtes prêt, Gilles? Qui c'est qui l'a dit? La sécurité des Jeux Olympiques est une obsession pour nous depuis le début. Je vous aide, c'est une femme. Gérald Darmanin. Non. C'est une femme. Allez-y. Fanny Runacher. Non, Castera. Non. Valérie Pécresse. Bonne réponse, Valérie Pécresse. Oh, il est fort, président Gilles. qui a dit ça. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Je le pensais. C'est ça. Et là, t'as ton copain robot qui va dire. Mauvaise foi. Non, mais là, le copain robot va dire oui, j'ai entendu, vous le pensiez. Il est très honnête. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Non, le gouvernement n'augmentera pas les impôts. En revanche, la porte est ouverte pour un débat autour d'une taxe sur les super profits. Bruno Le Maire. Non. Clément Beaune. Non. Non. Bruno Le Maire. Non. Un autre ministre. T'es sûr que c'est pas Clément Beaune? Je suis sûr que c'est pas. Runacher? Non. On l'a dit? Non. Il s'occupe des comptes publics, alors. Cazeneuve. Bonne réponse, Cazeneuve. Oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ah oui, vous avez dit, c'est pas un nom. J'accepte. 3 points, non, mais il est bon. Qui c'est qui l'a dit? Ah oui. Il nous reste, une question. Allez. Qui c'est qui l'a dit? J'ai toujours, à 2 points, j'ai toujours considéré qu'Emmanuel Macron emmènerait la France dans le mur. Eh bien, on y est. Gilles. Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan. Guy Bellamy. Marlex. Non. C'est François-Xavier Bellamy. Marlex. Mais Retailleau. On l'a dit en même temps. Non. Retailleau. Et j'ai gagné là. Non, bon allez, je vous mets 2 points. Et j'ai gagné. C'était Retailleau. Et j'ai gagné. Gilles est à 4 points et vous aussi. Ah. Ça fait 4-4. Avec Gilles, j'accepte de partir. Mais parce que tu m'as truandé, sinon j'avais gagné. S'il vous plaît, Jean Gripoto, imaginez-vous un robot pour le qui c'est qui l'a dit, histoire de calmer leurs ardeurs, il leur fout un coup sur la tête chaque fois qu'ils trichent. Venez sur notre stand, on pourra le faire sans problème. On va faire le test là, avec dans le journal. J'accepte de partager. Franchement, j'ai été grugé, normalement je gagnais. C'est moi qui a donné. Le 3 plus 2, c'est dans le hall 6, 3 plus 2, 5. Faux frère, merci. Toi qui rentres au Japon avec des robots. C'est dangereux de venir ici, je ne saurai pas la prochaine fois. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup. Une expérience extraordinaire. Il est 17h57 bientôt. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure de l'émission. L'industrie a-t-elle de l'avenir? Ce sera notre coup de projecteur. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule sur le concours de l'épine des mauvaises idées, mais tout de suite, la météo. La météo Sud Radio. Avec Servistore, pièces détachées pour store et volets roulants sur mesure sur servistore.com. Bonsoir Rémi André. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Après la pluie, c'est pas le beau temps, c'est encore la pluie. Oui, encore de la pluie, et puis comme vous venez de l'entendre, 3 départements vigilance orage à cause de la neige, donc des précipitations sous forme de pluie, de neige, tout cela nous donne un temps qui restera encore cette nuit et demain bien pluvieux, bien maussade, avec donc cette neige qui va tomber dès les 300 à 600 mètres d'altitude cette nuit sur le Massif central, sur les Alpes du Sud, mais ensuite eh bien, ça va se calmer un petit peu sur le pourtour méditerranéen demain, avec le retour de la tramontane qui va dégager le ciel. Cela va se calmer également donc sur la Provence, mais ailleurs, eh bien, ce n'est pas terminé, car nous aurons déjà dès le matin une petite perturbation qui va arroser les régions depuis la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Cette perturbation est assez rapide, ensuite elle va vite se dématérialiser sur place entre le bassin parisien, la Normandie ainsi que l'Occitanie, mais déjà à l'arrière, une nouvelle perturbation arrivera dans l'après-midi, elle aussi par le littoral atlantique. Elle apportera du vent, de la pluie, beaucoup de nuages et toujours ces températures limitées entre
entre 9 et 14 degrés. Les vraies voix. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et nous avons une nouvelle vraie voix qui est arrivée, Sébastien Gillet, directeur de Global Industries. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas eu trop peur en voyant le qui c'est qui l'a dit et le comportement de certains je ne citerai pas? Si, j'ai trouvé ça excellent. Hein. Ah bon J'aurais aimé y jouer. Ah bon? Ah oui. Vous êtes courageux. Mais non, je suis joueur. Et dans quelques instants, Félix Mathieu, vous avez la parole. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Direction Toulouse où des étudiants organisent... la plus belle ville du monde. Ah bah oui. Alors il y a des étudiants investis là-bas, ils organisent une vente aux enchères de maillots dédicacés des clubs locaux, le TFC notamment, avec une soirée stand-up aussi demain soir au profit des Restos du Cœur. Et c'est tout dans quelques instants. Et mon coup de gueule, nous sommes à Villepinte, au salon Global Industries, et pas à la porte de Versailles, pour la foire de Paris, où se tient chaque année le concours Lépine qui récompense la meilleure invention de l'année. Et en termes d'inventivité, on peut dire que Bruno Le Maire met le paquet, puisqu'il a sous-entendu ce matin qu'on pourrait rembourser les dépenses de frais médicaux en fonction des revenus des assurés, car, toujours pour citer le ministre de l'économie et des finances, le remboursement des soins médicaux, ça ne peut pas être open bar. Que ce ne soit pas open bar, tout le monde est d'accord, même Bruno Le Maire, qui en termes d'open bar en connaît un rayon, puisqu'avec le quoi qu'il en coûte, il a mis en musique la quintessence de l'open bar, que nous allons rembourser avec une unhappy hour, vu la hausse des impôts qu'on nous annonce. Mais quand même, oser supposer que le remboursement des soins médicaux soit conditionné au revenu est un véritable scandale. Ainsi, on va dire à celles et ceux qui cotisent le plus d'être le moins remboursés, en clair, les classes moyennes et moyennes supérieures, qui vont de ce fait se paupériser un peu plus. Si on doit faire ça, merci de me laisser mes charges sociales. Je prendrai tout de suite une assurance privée qui me remboursera beaucoup mieux les soins dentaires et d'optique que la sécurité sociale. Pour le reste, la méthode Bruno Le Maire sur le remboursement des frais médicaux s'apparente parfaitement à ce que Coluche appelait la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Philippe Bilger. Tout à l'heure, j'ai eu la présomption de dire qu'il n'était pas complètement absurde d'adapter les dépenses aux revenus des gens en dépit de la qualité de votre coup de gueule. Je maintiens avec beaucoup de prudence mon point de vue initial. La prudence est Je suis d'accord avec vous, Philippe, c'est tellement évident, c'est une rupture totale d'égalité. En plus, il a une façon de parler qui est les médicaments, c'est pas open bar. Allez donc dire ça aux gens qui ont cancer au long cours, les gens qui ont du diabète, les gens qui sont dialysés. On a l'impression que les gens picorent des comprimés de Temesta pour le plaisir, même les gens qui prennent des tranquillisants parce qu'ils peuvent pas affronter le stress de la société. C'est lamentable de parler comme ça. Ceux-là ne sont pas visés. Écoutez, qui est-ce qui est visé? Mais arrêtez, on commence à passer au tamis. Qui est-ce qui est visé? Pensez que les Français ont des boîtes de sachets et qui picorent au gré de leurs états d'âme. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et je trouve, voilà, écoutez, on a bien compris, ces gens-là sont des incapables. En réalité, le type qui était le génie de la finance, c'est 0 + 0 la tête à Toto. Maintenant, il faut trouver de l'argent. Et l'argent, on sait très bien aussi où on peut aller le chercher. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais on ne sera pas d'accord sur les solutions, vous et moi. Ça, tous les jours, il y en a une. Hein. Oui. Vous savez pour Lépine, mais malheureusement, c'est pas Global Industries, ça la il devait venir sur Global Industries. C'était prévu qu'il vienne le jeudi. Peut-être pour ça qu'il vient pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, demain, j'annonce que Gabriel Attal fait le 20h de TF1 et va nous annoncer la longue série des purges. Et je pense que vous aurez matière à faire un grand coup de gueule sur le concours l'épine de ce gouvernement qui va encore aller faire les poches aux gens qui bossent sans jamais aller faire les poches au capital financier, par exemple. Merci beaucoup. Tout de suite, allez, vous avez la parole. Félix Mathieu, pour une très très belle action à Toulouse. Oui, Toulouse, où des étudiants organisent une vente aux enchères et une soirée stand-up demain soir au profit des Restos du Cœur. Un ballon, par exemple, du Toulouse Métropole Basket, des maillots dédicacés du Stade Toulousain, du TFC, de Toulouse Olympique. Autant de trésors donc à acheter demain soir, un mercredi 27 mars, 19h45, au cabaret Le Neuf à Toulouse. Compense Caffarelli suivra ensuite une soirée stand-up et le tout donc organisé par des étudiants de la PPA Business School. Bonsoir Amélie Melaine. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors vous avez organisé cette soirée au profit des Restos du Cœur. Ça vous est venu d'où comme idée ? Alors, en fait, c'était dans le cadre d'un cours de stratégie de communication parce qu'à PPA Business School, on est spécialisé dans la communication et le marketing. Et dans le cadre de ce cours, on avait un partiel et on devait rendre un projet donc d'un événement caritatif pour les Restos du Cœur de la Haute-Garonne.
Et c'est ainsi qu'avec notre groupe de 9 élèves, on a décidé de vous proposer cet afterwork caritatif. Des Restos du Cœur qui en plus en ont besoin en ce moment, donc finalement ça répondait à deux besoins, vos besoins scolaires et les besoins des Restos du Cœur qui sont en réel. En fait, oui, quand on a commencé à travailler sur le projet donc caritatif, c'est à ce moment-là que les Restos du Cœur ont sorti leur communication disant que c'est le premier resto qui risque de fermer en faisant plus de 15 millions de repas. Donc ça nous a tous interpellés et nous on est tous étudiants, donc on est tous assez jeunes, on a tous vécu avec les Restos du Cœur. Pour nous c'est une institution qui nous paraît vitale et de la voir menacer de fermer ses portes, ça nous a tout de suite fait réagir. Alors si on en vient à la vente aux enchères que vous avez organisée, ça a dû être quand même beaucoup de travail, c'est des maillots dédicacés par les joueurs, notamment par qui ? En fait, on a essayé donc de faire signer toutes les équipes donc du Stade Toulousain, du TFC et du Toulouse Olympique. Alors vous êtes allé les chercher vous-même, comment vous avez fait ? En fait, tout simplement, on a fait appel au bon cœur des Toulousains et de nos clubs toulousains et ils ont accepté sans trop de négociations pour notre plus grand plaisir et pour les Restos du Cœur évidemment. Alors pour ceux qui voudraient se procurer des maillots dédicacés, ça va se passer comment? Les enchères, c'est à partir de combien? On devrait arriver à des prix assez élevés. Enfin, en tout cas, c'est finalement ce que vous espérez d'ailleurs pour les Restos du Cœur. Mais comment ça va se passer pour ceux-là qui rêveraient de s'acheter un maillot dédicacé par exemple des joueurs du TFC ou du Toulouse Métropole Basket ou de Toulouse Olympique? Alors en fait c'est très simple, il suffit tout simplement de venir à notre afterwork et d'assister à notre vente aux enchères. On appelle ça la vente aux enchères et du coup ça sera encadré par un commissaire-priseur et un huissier de justice bénévole qui s'appelle maître Nicolas Charrier. Et en fait cette enchère commencera au tarif de l'encadrement des maillots. Amélie Mullen, Françoise de Gois, une question pour vous. Ouais, c'est d'abord félicitations pour cette initiative. J'ai une question un peu bêtasse, évidemment Pléonasme en ce qui vous concerne. Ouais, ça y est, j'en étais sûr. J'attendais la vacherie. Il arrive pas à en mettre une, donc là, bon, il a réussi. Non, mais vraiment, est-ce que vous avez par exemple un maillot d'Antoine Dupont, de Romain Tamac? Alors effectivement, oui, sur notre maillot du Stade de Toulouse. On a les signatures d'Antoine Dupont. Il est un gros devant, on voit que ça. Ah, c'est super. En fait, c'est la tête de gondole, c'est ça. Et moi j'ai une question pour vous. On a souvent parlé des problèmes des Restaurants du Cœur qui n'avaient pas assez de denrées, notamment alimentaires. Mais il n'y a pas que les denrées alimentaires, il y a les denrées, il y a tous les produits d'hygiène, etc. Dans quelle situation sont les Restos du Cœur de Toulouse en ce début de printemps? Eh bien, les Restos du Cœur, comme partout en France, ils sont en peine pour trouver donc des donateurs. On sait toute la situation de la France actuellement au niveau économique. On est vraiment en pénurie de donateurs et c'est pour ça qu'on apporte cet événement pour essayer d'appeler la conscience de tout le monde pour les Restos du Cœur de la Haute-Garonne. Est-ce que vous avez fixé dans votre tête, et même officiellement, mais en tout cas peut-être dans votre tête, votre détermination sur le montant que vous espérez récolter? Vous vous dites, à tant de milliers d'euros, on a réussi la soirée? À combien? Alors, en fait, dans le cadre de nos études, on s'est fixé un montant total de 1 500 € pour notre événement et en fait en apportant l'idée de cette vente aux enchères, on sait que ça risque de beaucoup plus élevé. Donc au final, on n'a pas vraiment d'attente, on appelle juste au bon cœur des gens et on ne peut qu'avoir de bonnes surprises. Super. Eh ben merci beaucoup Amel. Merci à vous et bravo. Votre soirée vente aux enchères puis spectacle de stand-up au profit des Restos du Cœur. On rappelle que c'est demain soir, mercredi 27 mars à partir de 19h45 au cabaret Le Neuf, c'est à Toulouse, Compense Caffarelli. Merci à vous Félix Mathieu. Dans quelques instants, le tour de table de l'actualité. Françoise de Gois, vous allez nous parler de quoi? Je vais vous parler du nouveau président du Sénégal, avec à la fois une forme d'espoir et à la fois un vrai malaise. Et Sébastien Gillet, de quoi allez-vous nous parler? Mon petit doigt me dit que ça va être un tour de table de l'actualité, on va dire assez local. Ça va être de l'industrie, vous savez. Vous en avez parlé dans la première partie. Il faut qu'on en parle encore.
Et donc on va en parler jusqu'à 20h, donc on a encore pas mal de temps devant nous. Sud Radio, les vraies voix, et puis à 18h, un peu après 18h30, l'industrie a-t-elle l'avenir? Ce sera notre coup de projecteur. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix, Philippe Bilger a dû s'absenter, on a toujours Françoise Degois pour notre plus grand bonheur. Vous voyez que pour une fois que vous dites quelque chose de gentil, ça cache quelque chose, parce que si je me casse, c'est fini l'émission. Vous n'avez plus personne, vous êtes tout seul. À tout meubler pendant 45 minutes. Eh oui. On a Sébastien Gillet qui ferait le boulot à votre place, mais on est très heureux de l'avoir. Le directeur du Françoise connaît beaucoup plus de sujets que moi. Hein. Non, là vous la surestimez. Non, mais c'est normal parce qu'on s'est pas encore battu, donc. Non, mais il peut pas supporter que quelqu'un dise du bien. Le qui c'est qui l'a dit là. Depuis tout à l'heure, là, il a vu quelque chose de mythique. Ah, j'ai vu un super combat juste avant. Et on parlera tout à l'heure. On va parler de l'industrie. On aura avec nous Christophe Turcry, directeur général de Mobion, qui fabrique des scooters. On en parlera un peu après 18h30 sur l'industrie a-t-elle de l'avenir? Bonsoir. Oui, bonsoir. Le tour de table de l'actualité, c'est tout de suite. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et François Degois voulait parler de la situation dans un pays très proche de la France culturellement, le Sénégal, où des élections viennent d'avoir lieu. Alors, moi, je suis partagé par ce résultat des élections. Évidemment, c'est Bassirou Diomaye Faye, c'est-à-dire finalement le protégé du principal opposant de Macky Sall, c'est-à-dire Ousmane Sonko, qui a été élu très largement avec un programme de rupture, hein, c'est-à-dire un programme de rupture fort, c'est-à-dire la souveraineté du Sénégal, la renégociation des contrats miniers, la renégociation des contrats gaziers, la renégociation aussi des contrats de pêche. Jusque-là, ça me va très bien. Pourquoi pas le retour, sortir du franc CFA, soit avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, soit tout seul, comme l'a fait la Mauritanie en 73. Pourquoi pas garder des relations fortes avec la France. Je précise quand même que contrairement au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, eh bien, il n'y a pas eu de mots hostiles dans la campagne électorale au Sénégal. Il n'y a pas eu de mots hostiles pour la France. Donc ça, c'est un point. Je me dis, c'est très bien. Les peuples accèdent à leur souveraineté. C'est la fin de la queue de comète du colonialisme. Et moi, ça me va très bien. Après, il y a quelque chose qui me va moins bien. C'est Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est lui la figure tutélaire véritablement. C'est véritablement, comment dirais-je, sa pensée. C'est quelqu'un qui est à nouveau pour la peine de mort. C'est quelqu'un qui est totalement homophobe et qui l'assume hein, vraiment totalement. Il est proche des frères musulmans. Vous savez que le Sénégal est à 90% musulman, mais arrive tout à fait à contrer l'islamisme radical par le biais de grandes confréries soufis qui sont très extrêmement soft, etc. Voilà, Bassirou Diomaye Faye est arrivé pour voter avec ses 2 épouses parce qu'il est polygame. Donc après c'est culturel, on juge ou on juge pas. On peut par exemple juger que le Gambie, le petit État qui est au sud du Sénégal, qui reparle de remettre en place l'excision, excusez-moi, là il ne s'agit pas d'être occidental ou pas, voilà, en jugeons. Donc je suis partagé par cette aspiration finalement des Sénégalais à vouloir avoir une vie, une souveraineté, et je l'entends et je le comprends et ça me choque absolument pas, mais à la fois je suis partagé par la personnalité de ces leaders. Voilà. Non, mais je rejoins complètement Françoise. C'est vrai que on retrouve en 2024 des incohérences dans notre monde. Voilà, quelle est belle parole en France. C'est vrai que des fois on accepte des choses dans les pays qu'on maîtrise ou qu'on connaît bien, et qu'on accepte parce qu'il y a forcément des choses en dessous qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, ou qu'on imagine en tout cas. Je voudrais rebondir sur une question sur l'industrie. C'était le précaré français, l'Afrique francophone. On a dit que c'était même la France-Afrique à l'époque. Et on avait raison. Est-ce qu'aujourd'hui la France a encore des places fortes pour ses débouchés industriels là-bas? De moins en moins. De moins en moins, remplacé par les Chinois notamment? Oui, par les Chinois. Par contre, c'est un visitorat qui vient régulièrement au salon, plutôt le Nord-Afrique. Oui. Plutôt les pays du Maghreb, oui. Voilà, qui viennent régulièrement visiter les salons industriels en France, donc sur l'agroalimentaire, sur l'industrie comme aujourd'hui. Donc il y a des marchés là-bas, mais c'est vrai que on a perdu la main comme on pouvait avoir il y a une certaine époque. Mais comme vous l'avez dit, hein, c'est vrai que la Chine a trusté beaucoup de choses. Et comme l'a dit aujourd'hui Jean Gripoto tout à l'heure, dans les années 80-90, oui, la Chine a trusté pas mal de choses. Après, on a sur le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, on a quand même encore des positions fortes, pas simplement sur les hydrocarbures et sur les mines. On a des
c'est un pays que je connais bien, le Cameroun par exemple, on a des positions fortes, on a fait des choses bien, c'est-à-dire qu'on a permis de développer l'industrie locale et de sauver notamment l'industrie du cacao, mais en formant des gens locaux. Donc ça me va très bien, cette aide au développement-là me va très bien. Je pense qu'on a moins de positions fortes qu'auparavant, mais il faut voir à quel prix aussi nous les avions, ces positions fortes. Donc l'un dans l'autre... les positions fortes, c'est quand vous avez un franco-camerounais comme un sportif par exemple, qui revient d'une certaine manière au Cameroun pour essayer d'y apporter quelque chose, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de stars ou de personnes, des célébrités, en fait ça prend pas quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Je voyais l'industrie au Cameroun, notamment les femmes. Que vous devez connaître, des femmes chefs d'entreprise africaines, elles sont juste extraordinaires. Sur un bout de terre comme ça, elles s'appuient, elles construisent un empire. Ça me fascine. Dans quelques instants, on va continuer le tour de table de l'actualité. On va parler d'industrie avec vous, Sébastien Gillet. Et ensuite, ce sera le coup de projecteur des vraies voix. L'industrie française a-t-elle de l'avenir? Vous dites non à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre expert du jour sera Christophe Turcry, directeur général de Mobion. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix en direct du salon Global Industrie. Très sympa du salon Global Industrie. Nous sommes dans le hall 5A stand X88 un nom de robot, à Villepinte. C'est un nom, ça fait un peu robot X88. C'est-à-dire que je suis même pas sûr que ce soit vraiment vous qui animez là. Vous êtes vraiment Philippe David? C'est l'intelligence artificielle, c'est l'IA. Je pense que c'est un deepfake, Philippe David. Merci de dire qu'il y a de l'intelligence. Françoise Degois ne dit jamais ça en ce qui me concerne. C'est très aimable. Sébastien Gillet, vous l'avez reconnu. Et Christophe Turcry, directeur général de Mobion, qui nous a rejoint et qui va être là jusqu'à 19h. Et on va parler tout de suite de votre tour de table de l'actualité sur l'industrie. Sébastien Gillet. Je vais vous appeler Christophe comme votre voisin. C'est pas grave, ça me va bien, j'ai pas de soucis, vous inquiétez pas. Eh bien écoutez, on est fiers de l'industrie. Moi je suis fier, ça fait 14 ans qu'on a récupéré le salon industrie. Donc c'est vrai qu'en 2008, l'industrie n'était pas du tout dans le même état qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'imagine que Julie a peut-être dit en première partie, mais les industriels avaient un rêve en fait. Il y avait un rêve, et c'est pas une jalousie de dire que l'agriculture avait son salon avec ses pouvoirs publics, avec ses grands médias, mais les industriels étaient un peu boudés, mis de côté, pas de politique, pas de reconnaissance. Parfois c'était un peu exagéré, mais quand même c'était un peu l'état qu'il y avait, pas de jeunes. Tout ça, c'était pas mis en avant. Et les années ont passé. Alors peut-être aussi que les gouvernements aussi ont changé, mais en tout cas, le Global Industrie va parfaitement illustrer. Aujourd'hui, l'industrie a sa vitrine. Et cette vitrine, c'est un outil. C'est pas juste un salon où on fait du business, c'est pas juste un salon où il y a des stands, c'est une vitrine qui doit permettre au pouvoir public, aux jeunes, aux industriels, de montrer c'est quoi l'industrie, que l'industrie est partout autour de nous et que les enjeux de l'industrie aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. C'est celle-ci qui va nous préparer les 15, 20, 30 prochaines années. Moi, j'ai été très frappé de voir le nombre de jeunes qui sortaient quand je suis arrivé pour faire l'émission. Il y avait donc des mômes qui visitaient. J'ai pas tout à fait compris le statut de ce salon. Il est ouvert au grand public ou il est ouvert aux professionnels ou aux semi-professionnels? Alors ça, c'est un second rêve, ça serait de l'ouvrir au grand public. Et c'est vrai qu'en Allemagne, comme l'a dit Jean Gripoto, c'est vrai qu'en Allemagne, les salons sont ouverts au grand public et les salons en France, il y a 20 ans, étaient ouverts au grand public. Bon, malheureusement, les choix politiques ont fait que en France, aujourd'hui, quand un élève, en tout cas c'était mon cas, parce que j'ai 51 ans, quand j'étais pas bon à l'école, mon père dira, tu finiras dans une usine. C'est surtout ce qu'il faut plus dire aujourd'hui. Des souvenirs. À 57 ans, ça me rappelle. On n'est pas très loin, donc c'est ça. Mais j'ai pas été très bon à l'école, mais j'ai pas été encore assez mauvais à l'époque pour finir dans une usine. Mais en tout cas, en Allemagne, les parents sont fiers quand les enfants finissent dans une usine. Donc il y a vraiment une mentalité à changer. On invite les parents d'élèves, on invite les COP, on n'invite pas encore assez en nombre. Voilà, on aimerait en toute transparence un jour pouvoir ouvrir le salon le samedi et que les parents viennent. Sauf que les industriels font aussi un peu de business et c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette même culture. Mais en tout cas, les industriels sont très paradoxales. On nous dit, vous n'êtes pas RSE. Bah si on est RSE, on met plus de moquette. Ah, mais votre salon, vous mettez plus de moquette, c'est pas beau, c'est pas bien quand même. Et les industriels disent, ouais, il faudrait faire venir les parents. Mais si les parents ils viennent, c'est le samedi. Ah ouais, mais le samedi, moi j'ai pas envie de travailler. Mais ça, c'est français. Hein. Oui, pas simplement, mais par exemple, ça veut dire qu'ici, vos industriels signent du business, par exemple. Voilà. Ça me fait penser au salon international, pas le sien, celui de l'agroalimentaire qui a lieu tous les 2 ans et qui est quand même exceptionnel. Donc le rêve, le but, c'est quand même à un moment donné de faire une vitrine grand public. Voilà, je pense que c'est une deuxième étape sur laquelle il faudra qu'on y arrive. C'est en effet pouvoir vraiment ouvrir le salon à peut-être 100 000, 200 000. Alors quand on nous compare l'agriculture qui fait 600 000 visiteurs, c'est comparable. Nous, on fait 40 000 visiteurs, c'est du B2B. Vous l'avez dit à François tout à l'heure, on va recevoir 6 000 jeunes.
du 4e, 3e. Donc ça, c'est les gens qu'on venait pas avant. Hein. Ce sont des collégiens qui font première orientation jusqu'à l'école d'ingé. Donc il y a 10 ans, c'était que 1500 élèves qui visitaient les salons. C'est 6000. On n'est pas au bout du tunnel, hein, mais une nouvelle fois, on n'est plus au début comme il y a une époque. Donc je vais plus regarder le verre à moitié vide comme les industriels, comme beaucoup de gens ont fait. Aujourd'hui, Global Industries, ça va être donc 6000 jeunes, c'est 3000 machines en fonctionnement, c'est des grands médias. Vous en faites partie. Donc merci une nouvelle fois à Sud Radio aussi de pouvoir aussi communiquer sur l'industrie. Je crois que c'est important parce que vous avez aussi un vecteur, une place importante pour les jeunes et les pouvoirs publics aujourd'hui. Il faut aussi remercier quand même les 4 ministres, notamment Roland Lescure. Je ne veux pas surtout faire de politique, mais entre 2008 et 2017, on n'a jamais eu un ministre sur un salon industriel. Même pas Arnaud Montebourg, qui était pourtant, ça lui tenait à cœur, je le connais très bien. Il devait même revenir aujourd'hui. Voilà. Et Arnaud Montebourg, pour être transparent avec vous, c'est vrai qu'il a poussé le gouvernement sous Hollande à en faire avec les fameux 34 plans. Donc on fait un peu à cette réindustrialisation de la France, qui a été bien sûr après continuée par Emmanuel Macron, mais c'est important en tout cas de le dire. Christophe Turquet veut réagir. Oui, sur la réindustrialisation, je pense qu'on aura l'occasion de parler de Mobillon, de notre modèle économique. Dans quelques instants, oui. Et puis surtout de la circularité, de ce que ça permet en matière de réindustrialisation. Ce que je voudrais dire, c'est que il y en a un potentiel de création de valeur, de réimportation de valeur par des nouveaux modèles économiques dont on ne soupçonne pas encore tout à fait tout le potentiel et dont on est les témoins. Et qu'on a voulu montrer sur ce salon avec des potentiels de recrutement dans de nombreux talents en appliquant ces nouveaux modèles économiques vertueux qu'on cherche à mettre en place, en tous les cas chez Mobillon. Mais si on reprend le média salon, hein, qui est un média qui a été un peu chahuté avec la crise, il y a une époque, il n'y avait pas de RH sur les salons. Hein. Aujourd'hui, on a les grandes entreprises qui présentent des 600 mètres carrés ont des RH, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sujet des jeunes, il est quand même plutôt pris au sérieux parce que le savoir-faire, on l'a, le business, globalement, il est quand même pas mal. Hein. Les carrés de commande, je dis pas qu'ils sont remplis, mais il est quand même là. Mais par contre, si on n'a pas de jeunes derrière, si on n'a pas de compétences, ça va être plus compliqué. Nous, on a un espace qui s'appelle G-Avenir où vous avez plus de 800 rendez-vous entre des RH de grands groupes et des jeunes qui viennent pour chercher du boulot ou en tout cas pour voir un peu quelle voie ils peuvent prendre. Donc je crois que ce sujet maintenant il est vraiment pris en conscience. Il va falloir un petit peu de temps. Mais moi je veux surtout positiver, je veux pas mettre une ambition, c'est pas forcément mettre les mains dans les yeux, hein, c'est de se dire où on veut arriver. C'est ce qui a été dit par Louis Gallois tout à l'heure, c'est parfois ce qui manque, c'est un cap. Dans quelques instants, notre coup de projecteur des vraies voix. Y a-t-il, l'industrie française a-t-elle de l'avenir? Vous dites non à 61%. Je vous posais une question cash à tous les deux pour une réponse en 3 mots. Est-ce qu'en 2050, finalement, l'industrie n'aura pas été remplacée par des choses genre les imprimantes 3D? Christophe Turquet. Alors nous, on dit exactement l'inverse en fait. Nous, ce qu'on constate tous les jours, c'est que les voies de réindustrialisation sont gigantesques, nous ouvrent les bras. Avec les nouveaux modèles économiques, écologiques, vertueux sur l'économie circulaire, dont on ne soupçonne pas le potentiel de création d'emplois. C'est des dizaines et des dizaines d'emplois qu'on vient recréer en transportant des milliers, en tous les cas à notre niveau. Voilà. C'est en fait on modifie un modèle économique où on achetait des composants. Pour le transformer dans un modèle économique où à la place on crée du travail pour faire durer, prolonger, exploiter longtemps les composants. Et ça, c'est très créateur de valeur. C'est 200 000 postes à pourvoir, hein, l'industrie. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup. Non, mais c'est de dire que 60% des gens ne croient pas à l'industrie, je trouve que c'est encore une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il y a encore un gros boulot en pédagogie à faire. Hein. Eh bien, écoutez, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite pour le coup de projecteur des vraies voix. Parce que pour le moment, vous êtes plutôt pas très positif sur l'avenir de l'industrie en France. Et vous allez voir qu'avec Mobillon et avec nombre d'exposants ici, il y a de l'espoir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix. Ils sont sympas ces industriels, on a le droit de le dire. Ils sont très sympas, on est en direct. Ils donnent envie d'aller bosser dans l'industrie. Ah mais c'est clair. D'ailleurs vous allez y aller. Mais vous aussi, directement. Vous à l'usine. Je serai votre chef. Ouais, très bien. Bon, ça me gêne pas, je ferai ce que je veux de vous de toute façon. C'est non négociable. Nous sommes en direct du salon Global Industrie depuis Villepinte. Nous sommes dans le hall 5A Standix 88. Et le coup de projecteur, l'industrie, moteur de l'économie nationale, demeure le 2e employeur en France.
juste après le secteur tertiaire. Cependant, les perspectives s'annoncent moins favorables que prévu cette année, avec l'annonce par Bruno Le Maire d'une révision à la baisse de la croissance à 1% et la mise en place d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Et pour le moment, à cette question, l'industrie française a-t-elle un avenir? Vous dites non à 61%. Christophe Turcry est notre expert du jour, directeur général de Mobion. Alors déjà, Mobion, vous fabriquez en France des scooters. Oui. Et comment est né Mobion? Parce que vous êtes une entreprise assez jeune finalement, non? Oui, 2016. 2016, donc ça fait 8 ans. C'est encore la première jeunesse. Comment est né Mobion et pourquoi avoir produit en France? Alors, Mobion est né sur la volonté, au travers de son fondateur, de trouver des solutions pour baisser le coût des scooters qui étaient exploités dans le cadre d'une entreprise de restauration livrée, Just Eat. D'accord. Et donc la solution qui a été trouvée pour justement passer au-dessus de ces scooters qui étaient qui avaient des vies très courtes, c'était de travailler sur la pérennité du produit, de travailler sur la manière de travailler le produit dans la durée pour le faire durer. Et c'est comme ça que petit à petit est née une R&D sur des composants, ce qu'on appelait en pérennité programmée, avec un fonctionnement dans la durée où le véhicule était repris, puis démonté, puis renforcé, remis en circulation, remis à l'état neuf, etc. Pour jusqu'à arriver à ce modèle aujourd'hui qu'on présente sur le marché d'un véhicule finalement dont on dit que c'est parce qu'il est fabriqué en France qu'il est moins cher. Qu'il est moins cher dans son coût de possession. On peut faire de la pub parce que moi qui suis une grande utilisatrice des scooters en partage, vous cassez tous les prix là. Hein. Ben oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire moins cher? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 50 euros en fait? Alors on arrive à 30%, on est 30% moins cher. 30%. Que le moins cher. Que tous les autres fabricants de scooters de format équivalent, avec la même puissance. Comment on fait ça? En fait, le véhicule, on le met à disposition du client sur une période de 2 ans. Au bout de 2 ans, on le récupère, on le démonte, on remanufacture les composants, on les renforce, on les remet à neuf et on refabrique un nouveau véhicule. D'accord. C'est de l'économie circulaire. C'est de l'économie circulaire. Et alors, sur le plan économique, ça a une conséquence, c'est que puisque le composant, finalement, on le garde très au-delà de la vie du véhicule, voire même on va l'utiliser sur plusieurs véhicules, en fait on va amortir ce composant sur des durées très très longues. Parfois 15 ans, parfois même 20 ans, et 20 ans c'est parce qu'on ne peut pas aller plus loin dans les règles de Bercy. Et donc forcément, comparé à un véhicule qui lui amortit le composant sur 4 ans, on est moins cher. C'est assez mathématique en fait. Sébastien Gillet, on dit qu'on n'a pas d'idées en France. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On en a des belles idées. Merci à vous de les mettre en avant. C'est ce qu'on fait. Moi, j'avais une question pour Sébastien. Est-ce que finalement, on n'est pas Sébastien ou Christophe? Non, Sébastien. Christophe, je m'entretiens avec lui sur le scooter après, mais elle veut vous négocier un prix? Non, je veux rien négocier du tout. Je trouve que jamais je négocie rien, même pas mes salaires. Elle a dit que c'était moins cher que les autres. Non, bien sûr. Sébastien, et vous deux d'ailleurs, est-ce que vous pensez pas que ça me fait penser à cette phrase que j'aimais beaucoup, c'est Barack Obama qui l'avait prononcée, small is beautiful. Est-ce que au fond, on a beaucoup regretté qu'il n'y ait plus de TI en France, etc. Est-ce qu'au fond, la solution, ce n'est pas dans ces petites entreprises extrêmement agiles, qui s'adaptent, qui ont la capacité de rebondir? Bien sûr. Mais pas les licornes, pas les... Non, bien sûr, mais les startups, non, mais vous savez, on l'a réindustrialisation. C'est pas ça. Il y a une étude qui est sortie de la BPI il y a très très peu de jours, c'est que la réindustrialisation de la France, ça passe par les startups. Et les startups aujourd'hui, vous en avez plus de 100 sur le salon, on a doublé quasiment en 2 ans. Et je pense qu'on va encore certainement doubler l'année prochaine parce qu'en effet ça amène une agilité que certains groupes, certaines autres entreprises n'ont pas, aussi un côté inventif aussi du produit. Par exemple un des lauréats l'an dernier, ça pas fabrique mais en tout cas refossilise des déchets en pierre. Ah oui. C'est génial. Non, c'est l'histoire de Mobion, ça me paraît complètement incroyable à penser. C'est une nouvelle façon de penser en fait. C'est une nouvelle façon de penser. C'est en fait on utilise une possibilité fiscale qui est la loi des composants. C'est-à-dire que, c'est quoi exactement? En fait, expliquez-nous parce que tout si vous voulez, dans la logique comptable habituelle, c'est le véhicule, c'est l'objet fini qui est amorti et les composants suivent. Nous, de facto. Voilà, de facto, oui, sauf que nous, on fait pas ça. C'est-à-dire que comme on gère de façon dissociée le véhicule, donc le produit constitué de ces différents composants et les composants. Et on a une gestion différenciée de l'amortissement des composants par rapport
à leur durée de vie réelle, compte tenu du fait qu'on récupère le véhicule à chaque cycle en fait. Et donc du coup, on peut appliquer cette règle qui consiste à amortir les composants sur des très longues durées. Et donc de n'imputer sur le véhicule qu'une toute petite partie de la valeur du composant. Alors il y a une question, vous avez une question Sébastien? Non, j'avais une question à vous poser parce qu'il y a des matériaux qui sont recyclables quasi éternellement, comme l'aluminium par exemple, qu'on peut fondre, refondre. Vous, vos scooters, ils sont en quel matériau pour être en économie circulaire et être quasi, je dirais pas inusable, mais quasi éternel, mais presque? Ouais, alors c'est là la conception en fait en amont. C'est un secret industriel. Non, c'est pas un secret, c'est simplement une règle toute bête, qui est de se dire, il faut réfléchir dès la conception sur comment ça va se passer en fait. Comment on va faire pour démanteler tous ces produits, pour séparer la matière, pas créer des mélanges qu'on ne pourra pas exploiter dans la durée, et voilà, pas utiliser de colle, pas utiliser de sertissage, utiliser que des vis, etc. Mettre des matières durables. Bon, il y a un exemple qu'on aime bien citer, c'est les bagues. Les bagues qui... les bagues de sertissage? Non, les bagues qui permettent de faire pivoter la béquille. D'accord. Nous, on les met en bronze. Ah oui. On les met en bronze parce que du coup c'est plus solide, c'est plus durable. Alors bien sûr ça vaut beaucoup. Je peux avoir un moteur en or si vous voulez. Mais une bague en bronze, c'est assez chic et vous le signez à mes initiales. Non, parce qu'une bague en bronze, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur 2 ans, on est sûr qu'il n'y aura jamais de difficulté. Donc c'est des interventions en moins, voilà, et c'est des coûts extrêmement réduits. Mais l'industrie c'est réellement ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, mais complètement, mais à tous les niveaux. Là aujourd'hui on a eu un lauréat hier qui a présenté en fait un collier de serrage principalement pour tous les parcs à traction, qui va en fait être testé mais de manière numérique, de manière digitale, sans envoyer un drone vérifier si tout est bien serré. Tout va être fait de manière digitale, numérique, informatisée. Donc, et ça, ce qui est important, c'est que l'industrie va pas remplacer les hommes et les femmes. Il va vraiment être complémentaire. Ça, je me souviens, il y a quelques années, dans les candidats à la présidentielle, on disait que les robots allaient remplacer les hommes. Oui. Non. Alors, je vous dis pas que tout est parfait non plus. Je vous dis simplement, par contre, qu'il va falloir reformer les hommes et les femmes sur les métiers de demain. Vous fabriquez des scooters, c'est très robotisé votre production, ou c'est encore avec pas mal de main d'œuvre et de Non, justement, puisque nous on est en fait on est low-tech, nous. Par exemple. Pardon. On se plaint souvent que la France a moins de robots, beaucoup moins de robots que l'Allemagne, par exemple. En fait, c'est pas trop le sujet. En fait, on arrive à être pas cher par la durabilité de la matière. Hein. C'est 700 composants qui ont été étudiés un par un. Et sur tous les composants, je vous ai signalé les bagues en bronze, mais en fait, c'est 700 composants un scooter. Donc sur 700 composants, il y a eu cette étude de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire durer dans cette logique circulaire le composant le plus longtemps possible. Et plus il va être durable, et moins ça sera cher. Non, mais vous employez combien de personnes? D'abord, les scooters sont fabriqués où en France? Alors, ils sont fabriqués à Guise, dans l'Aisne, donc en Picardie. Donc, c'est à peu près, il y a une dizaine de personnes encore aujourd'hui dans l'usine de fabrication. Puis, on a à peu près un effectif équivalent au niveau de la R&D. Le gros du travail que je vous ai décrit, qui est un travail de R&D en amont, qui a duré 6 ans. Recherche et développement, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Recherche et développement pour trouver des solutions composant par composant pour avoir un modèle économique extrêmement performant par la durabilité des construits. Et du coup, vous en sortez combien par mois? Enfin, c'est des questions un peu basiques, pardon. On démarre la commercialisation sur le marché qu'on cherchait à adresser depuis le début. Jusqu'ici, on a travaillé avec une clientèle un peu particulière, qui sont la clientèle des livreurs, en fait. Il y avait aussi l'objectif, à travers ça, d'être certain qu'on avait un produit parfaitement durable. Parce que les livreurs, c'est des kilomètres et des kilomètres. C'est 20 km par heure avec des scooters qui font les 3-8. Donc, si vous voulez, c'est... Pratiquement 24. Et donc, du coup, on a mis en circulation pratiquement 800 scooters. On a des millions de kilomètres derrière nous qui nous permettent de dire que nos scooters, on sait qu'ils sont durables. Et on commence là, depuis 2023, à attaquer le marché qu'on cherche à adresser, donc les particuliers qui se rendent au travail, les entreprises pour les services sur lesquels ils peuvent être amenés à faire du déplacement de courte durée, et puis les villes, voilà. Et on a également tout un marché dans l'inclusion professionnelle pour aider les gens qui sont en difficulté pour retourner vers l'emploi, pour leur proposer des véhicules environnementalement performants,
est pas cher. Hein. On est à 49,80 € TTC par mois. C'est que dalle. Hein. C'est vraiment rien. C'est même pas le prix d'un ticket de métro par jour. France, hein. Et avec de l'économie de mais non, mais c'est pas un pass Navigo à Paris. Et c'est parce qu'on est. Parce que l'on fabrique en France qu'on arrive à avoir ces prix-là. Ça, c'est quand même intéressant. Vous êtes moins cher parce que vous faites du fabriqué en France. C'est vraiment génial, c'est contre-intuitif. Bah oui, parce que si vous voulez, si c'était pas fabriqué en France, on saurait pas organiser cette circularité. Et puis vous seriez pas à table. On serait pas à table. Voilà. Mais alors, une question importante. Ici, on est dans un salon international. On voit des marques japonaises. Tiens, on est en face de Mitutoyo. Il y a des marques allemandes, françaises, américaines. Dans l'industrie, on parle de l'excédent commercial allemand qui est record parce que l'Allemagne a énormément d'industries, beaucoup plus que la France. Est-ce que vous avez des perspectives de vous développer, par exemple, à l'international, de trouver du Mobion à Düsseldorf, à Tokyo ou à Pékin? Alors oui, bien sûr, mais de manière circulaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va chercher, c'est que la valeur ajoutée soit le plus près du client, en fait. Oui. Donc on va se développer, effectivement, en Europe, pour déployer ce modèle-là. Sur la Chine, on va éviter. Non, mais on discute avec des Chinois, figurez-vous, pour les amener vers la circularité des Indiens également. Parce que quand vous allez dans les rues de Pékin, c'est vrai que c'est délirant. Il y a des scooters partout, de toutes formes. Moi, j'adore. Il faut savoir que la circularité, c'est 3 chiffres. Il y a 3 chiffres qu'il faut retenir. C'est un avantage prix d'au moins 30%. C'est des marges qui peuvent être doublées et c'est un impact environnemental qui peut être de 80%, dont 66% uniquement pour la circularité. Ça, c'est formidable. Donc, et c'est transposable dans de nombreux domaines en réalité. Sébastien, moi j'ai une question. Est-ce que vous sentez vraiment ce virage de la transition écologique chez tous les industriels? Chez tous les industriels et tous secteurs confondus. Il y a des trucs un peu marquants parce que on parle toujours du verdissement, les rejets des eaux, etc. dans l'agroalimentaire. Mais est-ce que il y a des choses qui vous ont frappé dans cette capacité à gérer la pollution, même la pollution numérique par exemple? Alors la pollution numérique, c'est un autre sujet, mais l'outil numérique déjà fait qu'on va moins gaspiller. Quand on parle de 3D tout à l'heure, la 3D qui était tellement sur le composite avant, maintenant va être sur le métal aussi, donc c'est aussi important. La 3D va rentrer complètement dans moins gaspiller, moins énergivore aussi. Donc les industriels en fait n'ont pas forcément attendu les différentes crises. Vous avez parlé de l'agroalimentaire, la chaleur que dégagent les fours industriels, aujourd'hui elle est récupérée pour chauffer les bureaux. Oui. Et ça fait quelques années déjà, mais c'est aussi important de le dire. Et tous les outils numériques qui aujourd'hui sont vraiment moins énergivores, donc on va moins gaspiller la matière première. Donc, et ce que raconte Mobion à côté est complètement dans ce qu'est Global Industries et ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Enfin, c'est quand même chouette d'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui quelqu'un qui remplit tous les critères qu'on est en train d'évoquer, fabriqué en France, moins cher. On pensait que c'était pas possible, ni Françoise ni moi, mais en l'occurrence c'est possible. Et puis de la création d'emplois. Vous voyez beaucoup d'industriels qui réindustrialisent véritablement, pas ça, c'est ça le sujet. Alors on relocalise, pardon. Bien sûr, relocalisation, c'était un gros mot il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça devient pas du quotidien, mais c'est 155 entreprises qui ont relocalisé en 2023. Alors dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, et dans l'agroalimentaire, on a pas mal d'exemples aujourd'hui, mais si je prends les jouets Smoby, ça relocalise. Si je prends l'exemple du coq sportif à Néo-Olympique, bien sûr, ça relocalise. Rossignol, c'est pareil. Donc des exemples, il y en a, peut-être pas autant, mais aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Alors qu'il y a 10 ans, malheureusement, on était plutôt à l'inverse. Christophe Turcry, c'est un gros plus pour vous, un salon comme Global Industries, ça permet de nouer des contacts? Ah oui, là, toute la journée. Vous signez des marchés, vous signez ici. Mais toute la journée. Toute la journée. Faites du business. Merci. Et ce qu'on propose, alors la plupart des industriels qui sont là pourraient être nos clients d'ailleurs, puisqu'on pourrait aller leur proposer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, d'aller, parce que en fait, on propose des véhicules vraiment très accessibles et pour du déplacement domicile-bureau. Et de manière générale, un scooter, ça permet de régler des problèmes de transport dans des situations délicates. Dès que les gens sont dans des situations un peu compliquées par rapport au transport public, etc., et on leur propose de leur faire des journées de découverte de nos véhicules. Pas besoin, ça y est, vous avez déjà une cliente, c'est moi. Là, vous allez signer avec Françoise Degois. Mais c'est depuis ce matin, toute la journée. Mais c'est évident, c'est tellement. Il y a tout, ça crée des valeurs formidables. Là, vous êtes sur le point de conclure avec Françoise Degois la vente d'un scooter, bien évidemment. Pas la vente, c'est la location. Vous n'avez rien suivi. La location d'un scooter. Vous écoutez même pas. Christophe Turcry, directeur général de Mobion, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Sud Radio. C'est la meilleure conclusion. Et tout de suite, les vraies voix de l'emploi. Pendant une heure, on va parler de l'emploi dans l'industrie. On aura avec nous Florence Berthaud, directrice générale adjointe business développement et marketing de Fanuc France, Bertrand Devisme, responsable commercial de la société Devisme, Florent Laporte, président de BrainCube, et Franck Portier, directeur de l'innovation d'Alten. Et il y a plein de choses et plein d'emplois. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Bravo. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.